DJ Mehdi reste le DJ premier ou Dr Dre du genre rap français et aussi un des pionniers et des artistes les plus importants de la musique électronique française. C'est un personnage unique. Thibaut de Longeville, ami proche de DJ Mehdi depuis l'adolescence. Et je vais vous raconter les dates clés de son itinéraire. Septembre 2024, c'est la date de sortie de la série DJ Mehdi Made in France. Donc je suis l'auteur, le réalisateur et le producteur. Je m'appelle DJ Mehdi, producteur de rap et de musique électronique. Et qui retrace l'historique de ce DJ et compositeur de légende et qui retrace l'histoire de l'explosion du genre rap français à travers les itinéraires des groupes Ideal J, 113 du collectif Mafia Qu'un Free, ainsi que l'explosion de la musique électronique française à l'échelle internationale à travers parcours croisés avec Justice, Ed Banger, les Daft Punk, Cassius et tout ce qu'on définit, ce son dont DJ Mehdi n'est pas un des moindres. Le son de Justice, c'est nous qui l'avons fait, mais c'est Mehdi qui nous a dit c'est ça. DJ Mehdi était un génie. 13 septembre 2011, c'est le décès de DJ Mehdi. Pas la date la plus fun. Ça reste maintenant du coup une date symbolique à laquelle toute la famille artistique de DJ Mehdi est assez attachée. Pour partie d'entre nous, on se parle, on fait... Il y a toujours un truc, je sais pas, un repas, ou des posts, même des gens qui sont loin, mais c'est une date qui nous connecte et qui nous rassemble. Quelques jours avant le décès, donc date aussi importante, c'est le dernier show de DJ Mehdi avec son camarade Riton du groupe Carte Blanche. C'est le show de clôture d'un festival qui s'appelle Bestival, qui est sur l'île de Wight en Angleterre, avec un gros festival de house music, de dance, piloté par une des grandes prêtresses de la musique house en Angleterre, qui s'appelle Annie Mac. Et c'est les dernières images qu'on a de DJ Mehdi en live, et c'est quelque chose qui est dans la série documentaire. 30 octobre 2006, c'est la sortie du premier album du label Headbanger Records, qui se trouve être le premier album solo donc de DJ Mehdi chez Headbanger Records, Lucky Boy. Déjà, c'est le premier LP du label Headbanger. Et derrière, c'est un disque qui a eu beaucoup de succès, beaucoup d'influence. J'ai vu récemment Kite Ranada qui faisait un post assez cool où il disait je trouve qu'on donne pas assez de props à DJ Mehdi sur l'importance de cet album, et qui contient le fameux hit Signatune. 2003, c'est la création du label Headbanger Records, qui était un petit label indépendant créé par Pedro Winter, et dans lequel DJ Mehdi avait un rôle très important, puisqu'ils ont fait pratiquement toutes les décisions artistiques ensemble sur les premiers pas du label, et c'est ce qui les a amenés à faire des petits maxi indés et très vite signer un duo de jeunes graphistes fort sympathiques qui sont appelés après Justice. Et quelques autres artistes derrière qui ont un peu écrit certaines des pages les plus importantes de l'histoire de la musique électronique française et à l'international. 28 mai 2002, c'est la sortie du premier album solo de DJ Mehdi qui s'appelle Story of Espion, qui était un disque hyper ambitieux dans sa forme et d'ailleurs dont on se rend peu compte, mais c'était un disque qui était d'abord composé par Mehdi, typique dans des techniques de beatmaker entre guillemets normales, qui derrière il était dans une expérimentation de se servir de moins de samples possible, et donc il a fait jouer à un cast de musiciens qui sont des grands musiciens. Vraiment un album en fait très ambitieux, très novateur, et sur Story of Espion, un des titres les plus emblématiques qui a fait date et qui a assez bien vieilli, il accueillait une jeune rappeuse qui avait déjà fait des disques mais pas en tout cas dans des directions comme ça, qui s'appelle Diams. On veut tous partir, chacun ses raisons, martyr ou pas, bref, pas de comparaison. Et qui a fait en fait plus tard partie de ce que DJ Mehdi appelait le groupe Espion. En gros, son groupe, c'est quelqu'un en fait qui aimait bien les dynamiques créatives de groupe, et donc qui se sentait à l'aise dans le collectif Mafia Qu'un Free, qui se sentait à l'aise dans le collectif Headbanger, et sur son propre label et dans ses démarches d'expérimentation solo, il y avait en fait cette même notion de groupe dans le groupe Espion. 12 mars 2002, 113 fout la merde, le deuxième album de 113. Un des trucs remarquables sur cet album, c'est qu'il y a un morceau, donc le morceau éponyme, qui est 113 fout la merde, et qui est la rencontre
rencontre entre 113 de Vitry-sur-Seine, Mafia Quinfri, et d'un duo de compositeurs de musique électronique qui s'appelle Daft Punk. À une époque où les Daft Punk faisaient pas de collaboration du tout, ce qui était une profession de foi. 15 septembre 2000, DJ Mehdi avait 23 ans et c'était la sortie d'un disque qui s'appelle Espion le EP. C'était en gros une collection de maxi qu'il avait sorti sur son label Espionnage et qui est un disque que j'ai aujourd'hui la joie de ressortir puisque avec son fils Neil, Fabrice et Sadi, à qui je fais un bisou. C'est pas vraiment un album mais qui est un disque qui a fait date parce que finalement qui consignait toutes les expérimentations de DJ Mehdi entre le début des expérimentations de DJ Mehdi entre hip-hop et musique électronique et qui en fait est le premier disque discutablement avec les nerds que ça intéresse où se rencontrent vraiment des productions rap et des rappeurs et de la musique électronique et un peu expérimentale mais principalement de la musique électronique. Demain normalement si tout va bien t'inquiète, y'a pas de problème. Demain normalement si tout va bien t'inquiète. C'est pas inexact de comparer Espion le EP et Jesus de Kanye West. C'est un peu les mêmes types de casting qui sont dessus. Donc quand Kanye West a sorti Jesus, c'était waouh, Kanye West avec l'électro française et tout, c'est conceptuel, c'est machin. Et c'était vrai, mais DJ Mehdi l'avait fait 15 ans avant. 11 mars 2000, c'est les victoires de la musique qui à l'époque et encore aujourd'hui était une manifestation qui mettait à l'honneur de la musique assez désuète et pas tout à fait en rapport avec la réalité de la production musicale de l'époque. C'est une cérémonie qui snobait puissamment le rap et puissamment les musiques noires, les musiques dites urbaines et tout ça. L'année précédente, c'était un groupe de rap breton qui s'appelle Mano, qui avait gagné la victoire de la musique en rap, donc c'était genre, on va dire, la honte pour les victoires de la musique, et même Mano, il s'était gêné de gagner. L'année d'après, 113 est invité et nominé aux victoires de la musique pour l'album Prince de la Ville. Et en grande partie grâce au son de DJ Mehdi, puisque l'album, il y avait des tubes qui ont fait date, qui sont des grands classiques du rap français depuis. Les Princes de la Ville, et particulièrement Jackpot et Tonton du Bled, qui étaient vraiment des hits massifs. C'est une cérémonie à laquelle 113 a reçu la distinction de meilleur album rap groove, je crois, R&B, reggae, bon, bref, sac musique urbaine, et aussi le prix du public, qui est un peu un des plus prestigieux et qui, en fait, était le résultat de beaucoup de gens, de fanatiques du rap et des gens des quartiers qui ont massivement appelé et qui ont fait gagner 113 devant des grands noms de pop de l'époque. Et ça a fait trembler dans les chaumières. Bref, un décalage extraordinaire entre ce qu'était une espèce d'institution du show business de l'époque et le rap de rue qui était ce que représentait 113. Et 113 qui à l'époque avait déjà vendu 1 million de disques, albums et singles confondus, c'est leur première télé. Ça veut tout dire, hein. Toute l'année, il y avait chez Ardisson ou dans d'autres émissions culturelles des gens qui vendent 10 000 albums versus un groupe comme 113 qui était vraiment typiquement le genre de groupe qu'on n'a jamais vu à la télé à l'époque venir dire « Ah, notre album il est comme ça, on a écrit les trucs comme ça parce qu'on pense comme ça ». Et donc c'était le choc de ces univers, mais c'était un énorme pas de fierté pour tout le rap français et toute la musique des quartiers, tout ce que 113 et DJ Mehdi portaient avec eux. Ils avaient exigé pour venir aux victoires de la musique une condition, c'était qu'ils puissent arriver en 504 break, comme les lyrics de Tonton du Bled. 504 breaks chargés à aller monter les neveux. 27 octobre 1999, c'est la sortie de l'album Les Princes de la Ville de 113, qui reste en fait le plus grand succès commercial d'album composé par DJ Mehdi, et qui a donné des morceaux comme Les Princes de la Ville, où le beat et la programmation ressemblent à rien de ce qui se faisait dans le rap ni français ni américain de l'époque. Ambitieux, enfant vicieux, faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Un morceau qui s'appelle Ouais Gros, qui est une sublime juxtaposition d'un sample de Kraftwerk et des deux voix de Rimka et Apek, vraiment un choc en fait on va dire, et pour le monde du rap, puisque ça fait référence aux origines du rap et à Planet Rock d'Africa Bambaataa qui utilise le même sample. Tu veux nous peser gros, faudra te lever tôt, ça électrique, ouais gros, pas d'indice, ouais gros. Et en même temps la musique fondatrice de la techno quoi, qui est Kraftwerk étant quelque part le premier groupe de techno. Donc il y avait en fait tout ce qui passait par la tête de DJ Mehdi synthétisé dans les morceaux de 113 jusqu'à Tonton du Bled. Vous voulez rester à la cité, mon père m'a dit.
Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Le plus gros hit de cet album, un des plus gros hits de la carrière de Rimka, parce que les 3 membres du groupe 113 avaient l'idée de se dire c'est un album rap dans lequel il faut qu'on représente nos origines. Il y avait un morceau qui s'appelle Tonton des îles, qui racontait les origines guadeloupéennes de AP. J'étais venu pour me reposer, mon séjour trop mouvementé, il y avait trop de choses à faire, j'ai pas vu le temps passer. Il y a un morceau qui s'appelle Tonton du Mali, pour les origines de Mokobé, et il y avait un morceau qui s'appelait Tonton du Bled. L'album Prince de la Ville est important à plein d'égards, et notamment parce que DJ Mehdi est déjà le compositeur attitré de la Mafia Kinfry, qui est donc un collectif où il y avait 17 rappeurs ou peu s'en faut, et il avait jusque-là composé des albums de rap assez durs et une forme de mélancolie des quartiers qui est vraiment devenu finalement une signature du rap français. Et c'est vraiment l'album qui a propulsé et qui a porté finalement la Mafia Kinfry à dans un tout autre niveau de popularité et grand public, parce que les sonorités exploraient des choses qui étaient totalement inédites. Et notamment pour un groupe de rap des quartiers, qui était vraiment le truc que revendiquait 113, de rapper sur des instrus qui ressemblent vraiment à de la musique électronique French Touch, c'est complètement improbable pour l'époque. Et c'est clairement une des raisons pour lesquelles cet album a eu autant de succès. Donc c'est un grand disque pour le groupe 113, pour le rap français, pour la musique française en général. J'ai envie de dire que c'est un des disques les plus importants en fait de son époque, mais même maintenant. Dans la série documentaire, Pedro Winter, qui à l'époque était donc le manager des Daft Punk et une figure de proue de la scène French Touch, dit que Prince de la Ville, ça devrait être cité dans le top 10 des disques qui ont fait la French Touch. 11 juin 1999, une date très importante dans l'historique de DJ Mehdi. C'est pas un album qui sort, mais c'est un concert du groupe Idéal J à l'Élysée-Montmartre. C'est le dernier concert d'Idéal J. C'est la dernière fois que DJ Mehdi et Kerry James sont sur scène ensemble sous le drapeau d'Idéal J. Et à l'époque, faire l'Élysée-Montmartre, c'était vraiment comme aujourd'hui on fait un Bercy ou un Stade de France. Il y a un événement très particulier qu'on explore pas mal dans la série, qui est le décès d'un des membres de la Mafia Kinfry à une date très proche, et le matin du concert, c'est l'enterrement de cette personne, qui s'appelle Las Montana. Le concert, comme les images qui en témoignent, joue un rôle charnière dans l'histoire de DJ Mehdi, son histoire avec Kerry James, dans l'histoire d'Idéal J et dans l'histoire du rap français. 26 octobre 1998, c'est la sortie de l'album Le Combat Continue d'Idéal J, et c'est le summum de la rencontre entre DJ Mehdi en tant que compositeur beatmaker et Kerry James en tant que rappeur. C'est vraiment la fusion de ces deux talents qui sont ensemble depuis l'enfance. Puisque la vie n'est remplie que de tabac, tels que ces profs qui avant d'avoir des preuves me montraient du doigt. C'est le premier album sur lequel DJ Mehdi fait intervenir des instruments, sur un album de rap hardcore dur qui raconte la réalité des quartiers, avec les sourcils bien froncés. C'est assez fou de faire venir des violoncellistes, une compositrice, chef d'orchestre qui à l'époque faisait de la musique de film, et d'avoir quelque part le génie de se dire ça va renforcer l'intensité de ce qu'on raconte. Là, tu as devant toi 4 lascars de Tessie, le groupe c'est idéal et la famille c'est Mafia Kinfry. Et c'est un album qui donc complètement marque son époque. Pas du tout un succès commercial à l'époque, en revanche un puissant succès d'estime. Et certains argumente que c'est vraiment l'album qui a défini le rap de rue. C'est un album qui a ouvert au rap de rue les portes de la radio déjà, puisque Skyrock quand même diffusait, mais en fait qui a montré à tout le monde qu'on pouvait faire ça. Parler comme ça, faire des musiques comme ça, et représenter ce que ces gens représentaient sur scène à l'époque, qui contient notamment le morceau Hardcore, qui est très connu. Aujourd'hui la Yougoslavie n'est plus hardcore, demain t'es mort pour une poignée d'écus. Pas du tout un morceau composé par DJ Mehdi, c'est un morceau qui est composé par Delta et Régis, qui étaient des membres du groupe Expression Directe, mais qui a été, dans le sens Quincy Jones-esque du terme, vraiment produit par DJ Mehdi, puisque Delta avait laissé une DAT au studio en disant « Ouais, j'ai fait des tracks et tout, écoutez s'il y a des trucs qui vous plaisent », dans lesquels il y avait l'instru d'hardcore, que DJ Mehdi a récupéré, et il a conduit la session, et c'est d'ailleurs un des seuls beatmakers qui faisait ça à l'époque, c'est d'inviter d'autres beatmakers à composer des morceaux pour son propre groupe, et c'était dans son élégance typique et dans sa recherche de faire le meilleur disque possible. Et c'est clairement un disque qui a fait que DJ Mehdi est devenu très très sollicité. À ce moment-là, c'était vraiment, on l'appelait le DJ Premier français ou le Dr Dre français, le Pit Rock français. Et en fait, lui, ça le faisait sourire et il disait non, je suis DJ Mehdi. Quand DJ Mehdi fait cet album, il a 21 ans.
ce qui est donc quand même assez jeune pour faire un son aussi radical et aussi impactant. Et à 21 ans, il devient le producteur le plus en vue et le plus sollicité du rap français de l'époque. 13 juin 96, à l'époque, DJ Mehdi a 19 ans et sort le premier album du groupe Ideal J, qui s'appelle Original MCs. De la production, c'est un disque qui élève pour la première fois le rap français dans un niveau comparable, voire égal à ce qui se fait à l'époque en rap américain. DJ Mehdi à l'époque est très influencé par le rap de la côte Est et notamment par DJ Premier, mais a déjà son originalité par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est pour lui le beatmaker suprême, ça le restera toute sa carrière, mais il propose déjà des instrus qui sont avec un type de programmation, de drums et une manière de faire tourner les samples qui est différente de celle de DJ Premier, mais qui est comparable. Donc du coup, à l'époque, c'est waouh, il y a un mec qui fait des musiques en France, qui a 19 piges et ça sonne comme un fat 10 de rap américain. C'est ce qui fera que DJ Mehdi commence vraiment à être sollicité par d'autres groupes, les Sages Poètes de la Rue pour lesquels il fait son premier remix d'un morceau qui s'appelle Qu'est-ce qui fait marcher les sages. Qu'est-ce qui fait marcher les sages, même sous l'orage à part la rage, qui nous rend de plus en plus sauvages. 1992, c'est une date, enfin c'est une année hyper importante dans l'historique de DJ Mehdi. Il a 15 ans. Il rencontre un autre rappeur qui lui aussi a 15 ans. Qui s'appelle Kerry James. Il rejoint le groupe Ideal Junior, fait son premier concert professionnel à 15 ans en première partie de Ministère Amer à l'Espace Ornano, qui est la date à laquelle il rejoint officiellement le groupe Ideal Junior, et qui est l'année de sortie du titre La vie est brutale. Il faut comprendre que leur vie n'est pas la vie idéale, trouvez-vous ça normal, que leur vie soit brutale. Un morceau qui est imaginé par ses producteurs comme un morceau de pop et qui passe à la télé et qui est donc en fait la première expérience professionnelle de faire partie d'un groupe de DJ Mehdi et de Kerry James, c'est ce qu'était à l'époque le groupe Ideal Junior, et qui les a amenés tout de suite à rentrer dans le show business, qui est un thème qui après est resté récurrent dans la carrière de Kerry James, notamment dans les morceaux Show Business 1, Show Business 2, À l'ombre du show business, qui quelque part a défini toute la trajectoire d'Ideal J, c'est-à-dire une intention de départ d'en faire un groupe commercial pop et finalement un vécu et un itinéraire qui s'est défini dans l'underground et dans une approche du son qui était le son pur et dur. Donc c'est marrant d'imaginer un mec de 15 ans qui dit non, on va pas faire de compromission, nous c'est le hip-hop authentique et même si ça marche pas, même si les maisons de disques ne suivent pas, on va rester dans la ligne de ce qu'on a appris, du dogme du hip-hop. Ideal J est devenu le groupe qui a incarné cette authenticité, et DJ Mehdi, dès les débuts du groupe Ideal Junior, commençait à confectionner de la musique, notamment avec un sampler qu'il a fabriqué lui-même ou qu'il a bricolé lui-même quelques années plus tôt avant de rencontrer les membres du groupe Ideal Junior. Et c'est quelqu'un qui donc a été autodidacte et s'est auto-appris comment composer du rap à une époque où il faut toute une ingénierie pour le faire. Il faut des studios d'enregistrement, du matériel très cher, mais donc des moyens dont il disposait pas du tout. Il y a aucun compositeur qui a bricolé lui-même, fabriqué quelque part son propre sampler. N'importe quel grand compositeur de rap, même des années 80, DJ Mehdi, donc à 12-13 ans, fait ça dans sa chambre de pré-ado, ce qui est complètement fou. À l'époque, il n'y a pas de compositeur. Donc me dire qu'il y a un mec de mon âge qui compose, mais avec quel matériel? C'est fabriquer un sampler et nous faisait des putains de sons. Et donc c'est une des choses les plus improbables et les plus remarquables et qui confère à DJ Mehdi vraiment le truc du génie, c'est que dès le début en fait, et dans son approche de création musicale et juste dans l'approche technique, il écoute un disque de Public Enemy qui est un son hyper bruyant, il y a 6 samples qui sont au-dessus de programmation et il a 12 piges et il se dit c'est bien ça, je veux faire ça. À une époque où on sait même pas ce que c'est qu'un beatmaker. En France, on n'a pas d'exemple, on peut même pas se dire à NTM on a un beatmaker parce qu'il n'y a pas de visage qui y ressemble, le groupe n'a même pas de succès, pareil pour IAM. Et d'imaginer un môme de 12 ans qui se dit ah tiens, je vais faire du rap, je connais personne qui peut m'expliquer, qui n'a pas un environnement familial avec des professionnels de la musique, même si son environnement familial, il y a plein de DJ, il y a un amour de la musique, il n'y a pas de filière, il y a des images d'archives de DJ Mehdi et Kerry James jeunes, donc 13, 14, 15 ans, et c'est des images extraordinaires. Dans la série, il y a beaucoup d'images que j'ai filmées moi-même, et d'ailleurs à la demande initialement de DJ Mehdi, qui est vraiment la personne qui m'a mis le pied à l'étrier
en tant que réalisateur, qui est le métier que je fais aujourd'hui. Merci DJ Mehdi. Et les images de leur enfance, en fait, c'est, pour la petite histoire, c'est improbable. Elles ont été filmées par une équipe qui faisait une émission qui s'appelait Les Petits Futés et qui montrait des enfants un peu prodiges faire des choses. Donc il y avait des Inuits qui faisaient des igloos, il y avait des mômes au Burundi qui fabriquaient des jouets. Et à l'époque, les gens qui faisaient cette émission sur une chaîne Canal J, quoi, la chaîne des enfants. On leur dit ouais, il y a des jeunes qui font du rap, mais comme les Américains, quoi, du rap, mais c'est des petits jeunes, ils ont 12-13 ans, et donc il y a une équipe de professionnels qui allait faire un reportage sur eux, un reportage qui s'appelle Alix le rappeur, et qui s'est donc retrouvé à les suivre pendant 2-3 jours dans leur quotidien. Et c'est des images incroyablement précieuses qui témoignent de l'époque, qui témoignent d'une innocence qui est déjà teintée de réalité, des enfants issus de l'immigration, de réalité des quartiers, et qui existent déjà dans le mode de vie, dans la manière de s'exprimer, dans la manière d'envisager la musique de DJ Mehdi et du tandem qu'il forme avec Kerry James. 20 janvier 77, c'est la naissance de DJ Mehdi au sein d'une famille qui est la famille Fabrice et Sadi, qui est une famille qui symbolise le métissage. Le métissage de la famille Fabrice et Sadi, avec les Fabrice super français d'un côté et les Essadi qui sont des familles d'immigrés tunisiens. Il y a déjà en fait une dualité, il y a déjà deux mondes que DJ Mehdi passera toute sa vie quelque part de façon non pensée et puis plus tard de façon volontaire de faire vivre des mondes ensemble, qui est une grosse leçon en musique, de se dire en fait je peux juxtaposer de la musique arabe et Kraftwerk qui est de la musique électronique et la musique qu'écoute mon père et celle qu'écoute ma mère, mais qui vraiment donnera à DJ Mehdi de façon assez incontestable un tracé, une culture du métissage qui va exister tout au long de sa vie, de sa carrière, et qui porte les graines de sa puissance en tant que rassembleur de gens différents, de genres musicaux différents, mais et d'un point de vue musical et d'un point de vue social aussi. Vraiment point de vue musical, d'un point de vue de culture et d'un point de vue de société, qui est une des grandes leçons, je trouve, de son itinéraire, et c'est quelque chose que j'essaie de démontrer tout au long de la série. C'est un exemple assez extraordinaire du vivre ensemble, et aussi naïf que ça puisse sonner, c'est vraiment quelqu'un qui a réuni des mondes improbables. Le prénom Mehdi, ça veut dire rassembleur. Donc il a porté son prénom jusqu'au bout. Ce qu'il a accompli, et musicalement et d'un point de vue social, résonne encore puissamment aujourd'hui, autant en France qu'aux États-Unis. Il a beaucoup fait le pont entre la culture française, la culture américaine, la culture de ses origines à lui, de musique arabe et de musique des enfants de l'immigration. Et il y a énormément à apprendre de son itinéraire, de ses démarches. C'est vraiment pour ça que j'avais envie de faire une série sur lui, indépendamment du fait que c'était mon meilleur pote et que avec son décès, ça m'a marqué. La série est pas du tout une série biographique ou discographique qui on va dire catalogue les jalons de l'histoire de quelqu'un, comme ça pourrait être d'un biopic de quelqu'un de connu. C'est vraiment une exploration de 30 à 40 années de production de culture musicale. C'est une exploration de l'explosion du genre rap français en France, et à quel point les musiques de DJ Mehdi, le son de DJ Mehdi et des groupes qu'il a portés avec lui, Ideal J, 113, Mafia Qu'un Free et d'autres, ont défini ce qui allait devenir la culture dominante en France. Et DJ Mehdi reste le seul, était le premier et reste aujourd'hui le seul compositeur à avoir œuvré dans ces deux univers avec un niveau de reconnaissance de ses pairs et un succès comparable. Beaucoup de gens de musique électronique disent ouais, j'ai commencé en faisant du rap, et plein de gens du rap vont faire des expérimentations peut-être en musique électronique, mais personne dans ces deux genres est considéré comme le DJ premier ou Dr Dre du genre rap français, et aussi un des pionniers et des artistes les plus importants de la musique électronique française. C'est un personnage unique de jonction entre ces univers, et ça fait un puissant vecteur de storytelling, et c'est un camarade assez idéal pour traverser ces genres musicaux et ces histoires qui sont celles qui ont vraiment les plus significatives de ces 20-30 dernières années. C'est le rap et la musique électronique, il y a vraiment pas à redire sur ça. L'ambition avec la série, c'était vraiment de raconter des histoires qui sont pas racontées, et une de ses particularités, c'est que je m'en suis rendu compte que plus tard, c'est que c'est la première fois que l'histoire du rap français et l'histoire de la musique électronique sont racontées
par quelqu'un qui vient de l'intérieur de ça. Et ce qui, a priori, j'y pensais pas trop, mais qui donne en fait un ton et un point de vue qui est différent. Parce que si on y réfléchit, tout ce qui existe pour nous raconter le rap en France, ou ce qui existe pour nous raconter la culture club et la musique électronique, a souvent été ou écrit ou filmé, et donc inscrit dans la postérité par des gens qui sont extérieurs à ces milieux-là, par des journalistes, très bons par ailleurs. Mais c'est un point de vue très différent. Je pense que le mien qui a vraiment été profondément immergé dans tout ça, mais surtout de pouvoir traverser tout ça aux côtés de DJ Mehdi, c'est une aventure dont au moins je promets qu'elle est passionnante et qu'on risque pas de se faire chier. Colmini.